Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir pour l'instant, mais cette prise de conscience est à l'horizon, nous construisons une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps. Et la plus grande partie de cette évolution vers cette ultime perfection a été réalisée. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, distingués en espèces particulières, l'humanité, et aujourd'hui on voit les progrès qui ont été réalisés, même si voilà, il y a beaucoup de choses à dire, puisque notre évolution, elle s'est faite de façon inconsciente, donc avec des erreurs. C'est un peu comme quand on grandit sans cadre, sans guide, et c'est ce qui s'est passé pour l'humanité. Là, on n'avait pas un plan, on n'a pas eu le guide de comment il faut évoluer. C'est quelque chose qu'on fait de façon intuitive. Voilà. Et donc avec des erreurs et par exemple l'impact sur le climat, sur l'écologie. Donc on a pris maintenant conscience et qu'on commence à rectifier, mais il fallait passer par faire ces erreurs. C'était inévitable en réalité. Comme au XIXe siècle, l'utilisation du charbon à Donf, sans connaître bien les répercussions sur la santé, etc. Donc c'est le mécanisme de notre évolution, mais en tout cas, on a pris conscience et on va vers cette ultime perfection. On est en train de construire ça. Alors pour préciser cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios. Et là, c'est sur une série que présentait France Culture en 2016 sur la pensée présocratique. Et j'en suis à l'épisode 3 sur 4, c'est la fin de cette réflexion sur Héraclite. Alors je lance, je découvre en même temps, et puis je commente éventuellement. Voilà. Ça paraît être un peu anachronique, mais quand on lit Héraclite, on ne peut pas s'empêcher. Il pointe, par exemple, je ne veux pas me faire mon lacanien là, mais c'est comme si à un certain moment, il intervenait dans le langage pour dire, mais là, tu as dit quelque chose que tu n'as pas entendu. Eh bien, ce que tu veux dire, eh bien, est destiné à cacher ce que tu dis en réalité. Eh bien, toutes les interventions d'Héraclite dans cette structure-là. Donc là, l'intervention était sur de Héraclite pointer du doigt le fait que le langage est trompeur en somme. Et il est trompeur à tous les niveaux en réalité. Alors, selon moi, lorsque je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, cette ultime perfection, non seulement c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, l'écologie 100%, un système qui n'a plus d'impact sur la planète, donc on voit bien qu'il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est notre schéma. La fin de l'homme loup pour l'homme, donc un homme entièrement pacifié, un homme qui a résolu tous ses problèmes pathologiques en somme, et donc qui peut vivre un état de plénitude, de fraternité absolue. Donc on voit un petit peu cette chose-là, mais en plus, et surtout, c'est si on atteint cet état de sagesse absolue et de fraternité où on vit dans une sorte de paradis, il n'y a plus, le travail a été dépassé, tout un tas de choses sont dépassées dans ce temps dont je parle. Et donc il n'y a plus que la contemplation, le bonheur, la rencontre avec autrui, l'amour,
voilà, le fait de se promener sur cette planète, d'être juste heureux, de ressentir le bonheur, atteindre cet état où ça n'est plus que l'amour qui est le guide de l'humanité. Et en réalité, cette accession à l'amour absolu, on pourrait dire, c'est l'accession à l'extase. La sensation de l'amour absolu, c'est l'extase, la sensation de cet équilibre total, de cet état de contemplation, c'est l'extase. L'extase, c'est l'éveil, l'extase, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état-là, mais c'est la jubilation physique totale. Le corps est dans un état de jubilation, de jouissance totale, indépassable. Il n'y a pas d'équivalent dans la conscience ordinaire. Dans l'état de conscience ordinaire, c'est-à-dire l'âme par exemple, on est globalement, l'humanité fonctionne dans cet état-là. Et la parole est le marqueur de cet état de conscience ordinaire, c'est-à-dire on décrit les choses, on explique, etc., etc. Et le fait d'être dans la parole plutôt que dans la sensation, parce que la parole, ça n'est pas la sensation, l'état de parole n'est pas l'état de sensation, on fait qu'on ne peut pas être dans l'état d'extase tout en parlant comme on parle classiquement avec, voilà, dans les discussions et dans les relations humaines. Donc, la vérité, l'apothéose, c'est le silence, c'est un état de silence et de jubilation. La parole, elle sert à construire, c'est un des outils pour construire cet état de perfection. Mais ça n'est qu'un outil, en réalité. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Là, d'où leur valeur intemporelle, parce qu'elles sont absolument paradigmatiques et n'ont rien à voir avec une métaphysique quelconque, avec une volonté de dire la nature des choses, leur essence, comme un devenir inexorable, avec tout ce que ça entraîne comme attitude, plus parfois défaitiste, en pleurs, tantôt héroïque, parce qu'on assume, ça c'est Nietzsche. Non, ça n'a rien à voir avec une métaphysique. C'est plutôt très proche de la pratique des sophistes, qui, eux, considèrent que le langage permet de produire du réel. Ce qui signifie que derrière l'un, UN... Et justement, les sophistes, ils ont bien montré à quel point la parole, elle peut être utilisée pour tromper, dans la vie ordinaire et pour échafauder des choses, quoi, en réalité. Bon, aussi bien dans le négatif que dans le positif. Donc... UN, qui serait comme le principe premier, on l'a vu chez Parménide, il faut entendre non pas, disons, un 1 qui serait celui de la totalité, de la totalisation même du réel, mais au contraire, le 1 de l'unicité, de la singularité. Exactement. C'est quand même renverse la lecture traditionnelle. Mais oui, et donc c'est terrible parce que c'est vraiment d'Héraclite dénonce quelque chose que ceux qui les ont lus pendant les siècles pratiquent. Et donc c'est une sorte de trahison absolue, mais elle est induite par le fait que Héraclite répète ce que les gens disent en déplaçant l'accent, en jouant sur les mots pour montrer la contradiction dans l'addiction. Eh bien, ceux qui lisent ça reprennent ce que Héraclite dénonce et le lui prête. Eh bien, ça a quelque chose de à la fois tragique et de comique. Parce que Héraclite, en réalité, eh bien, dans la mesure où il n'a pas de vérité à lui, puisqu'il dit que toute spéculation est d'une certaine manière condamnée par le fait que le langage lui joue le tour qu'on a décrit là. Mais c'est là où malheureusement je n'ai pas lu Héraclite, et donc je ne peux pas savoir si Héraclite effectivement dit que le langage est trompeur et qu'on ne peut pas se fier au langage, etc., pour atteindre la vérité absolue. Mais par contre, est-ce qu'il dit que le non-langage peut
est-ce qu'il parle d'un autre état, de cet état de contemplation? Est-ce qu'il en parle? Est-ce que c'est quelque chose ou simplement il amène l'idée que par le langage, on ne peut pas atteindre la vérité? Ça permet tout un tas de choses de la construction humaine, mais ça n'atteint pas la vérité. Mais est-ce qu'il donne une autre clé? Est-ce qu'il peut dire que l'extase, qui est non verbale en réalité, où il n'y a plus, où ça n'est plus que de la... Est-ce que la sensation parvient à atteindre la vérité? Est-ce que il parle de ça? Parce que je pense que les pythagoriciens, les présocratiques de l'origine faisaient ces expériences d'extase. Et donc, on compris ça. Est-ce que lui, il a expérimenté cela? Ça serait intéressant de voir si à travers ses écrits, les petites sentences qu'il a écrites, est-ce qu'on retrouve ça? Ben, peut-être je vais essayer de voir si on trouve ces textes sur... Puis là, il ne va pas se mettre maintenant à dire « je connais la totalité du réel, je vais vous dire ce que c'est, etc. » Non, il ne peut pas. Mais c'est lui. Mais voilà, la totalité du réel, le corps peut atteindre à cette totalité du réel à travers l'extase. L'extase permet d'être en contact avec la totalité du réel. Mais c'est plus le cerveau. Le cerveau est vide et c'est le corps qui est le cerveau vide, en fait, la contemplation qui permet d'être au contact. Mais c'est une expérience physique. Ce n'est pas une expérience intellectuelle. C'est lui qui le lit dans la tradition qui est née très très tôt, mais que les stoïciens ont en réalité cimenté. C'est ça, c'est la lecture stoïcienne. C'est la lecture stoïcienne pour laquelle le logos, c'est le cosmos, c'est la loi du tout, et le feu, c'est dans l'embrasement final, le retour de l'un à lui-même. Et pour Héraclite, ce retour totalisant à soi est impossible. Nous sommes fêlés, nous sommes séparés de nous-mêmes, nous sommes dans le langage irrémédiablement réduits à constater qu'on ne peut pas recoller le réel de manière à ce qu'il devienne une représentation homogène. Alors, ça veut dire qu'il ne donne pas la clé pour atteindre la réalité absolue qui est l'expérience extatique. D'accord. Mais donc, son travail est gigantesque, il est important parce qu'il montre que, au fond, il montre que le langage n'atteint pas, qu'on est tout le temps, que l'humanité dans la position de la conscience ordinaire, c'est-à-dire générale. Généralement, on est tous dans l'état de conscience ordinaire. Là, je suis dans l'état de conscience ordinaire. Dans cet état de conscience ordinaire, on n'atteint pas la réalité. On est extra-réalité. On est dans l'illusion, on est dans une sorte d'illusion créatrice, fondamentale, très importante, mais ça n'est pas on n'est pas dans la réalité. La réalité, c'est l'immédiat absolu, la contemplation, l'état d'extase. Homogène, parfaitement rassurante. D'où les fragments. D'où les fragments, qui sont eux-mêmes la trace de ce geste. Oui. Go and get your thing together, brother. You got it together. Voilà, bon, ben c'est la fin de l'épisode 3 sur 4 consacré à Héraclite. Voilà. Alors, je vous remercie. C'est un peu touffu, je suis désolé, mais là, on brasse des choses un peu qui sont... C'est de l'intangible, quoi. Hein, c'est pas... il faudrait pouvoir expérimenter tous ensemble l'extase pour dire, bon, ben oui, qu'est-ce qu'on en pense, etc., etc. Mais je pense que on peut le retrouver dans les écrits, les écrits dans le bouddhisme,
les bouddhistes qui ont fait cette expérience d'extase et qui l'ont relevé, qui l'ont exprimé, qui l'ont écrit, montrent ce qui se passe dans cet état. Les soufis, c'est pour ça que souvent je travaille à partir de cet ouvrage, la Anthologie du soufisme, et on voit que ces soufis, ils montrent que la réalité, elle est là, que la réalité est dans l'état d'extase. Elle est quand on atteint cet état de fusion avec le divin. Et les expérimentateurs, les soufis qui, à travers soit les derviches, soit les soufis à travers la sagesse, à travers le dhikr, à travers les techniques pour atteindre cet état, montrent que quand on atteint cet état de sagesse, il se passe qu'on rentre dans la réalité, quoi. Et ils sont incompris, bien entendu, parce que ce ne sont que des éclaireurs. Voilà, c'est pas la majorité. La majorité n'aborde pas cet état-là. Même si je pense que beaucoup de gens font l'expérience de l'extase et sans savoir exactement ce qu'ils ont vécu. Ils l'ont peut-être vécu 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Voilà, un petit moment de plénitude absolue. Et comme ils ne s'intéressent pas à ça, d'ailleurs, moi, si j'étais pas tombé dans la mécanique universelle, si j'avais pas déjà écrit la base de la mécanique universelle, j'aurais pas compris ce qui m'était arrivé. C'est parce que j'ai pu faire... Tout était enchaîné de manière à ce que cette expérience, je puisse en faire quelque chose qui est au niveau de la mécanique universelle. Voilà. Donc, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à réfléchir à tout ça, et que même la façon misérable de m'exprimer, voilà, qui n'a rien de conventionnel, si vous pensez que malgré tout ça mérite un peu d'éclairage, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez envoyer le lien à vos amis que vous pensez à qui ça pourrait plaire. Vous pouvez établir des liens avec votre site ou avec vos espaces internet. Vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité du site. Et puis vous pouvez participer. Vous avez juste à m'écrire et me proposer ce que vous vouliez faire pour faire évoluer tout ça. Et puis, vous pouvez aller visiter surtout l'espace mécanique universel, donc le site où j'exprime tout ça, depuis 25 ans maintenant. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.